Le bar des supporters, bonjour à tous sur Maritima, bienvenue dans votre émission préférée pour parler de l'Olympique de Marseille ce mardi. Pour m'accompagner, Jacques Bail. Salut Jaco. Salut les amis. Salut Steph Martins. Bonjour à tous. Les gars, on va parler d'un sujet important qui s'est passé dimanche soir lors de la rencontre entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. Vous en avez un petit peu parlé, toi Jacques et Karim, les banderoles racistes des supporters niçois. Ce matin, le club de l'OGC Nice a communiqué aux alentours de midi. Le club a expliqué qu'il était au courant de la teneur des propos de la banderole, la fameuse banderole en début de match. Et le club a demandé aux représentants de la Populaire Sud de ne pas les exposer, mais celui-ci, le représentant de la Populaire Sud, a refusé. Quel est le message finalement envoyé par le club niçois ? C'est un message d'impuissance. Donc j'ai l'impression que les supporters font ce qu'ils veulent. Alors moi je veux bien que les supporters soient là pour mettre des banderoles, pour crier. Depuis la nuit des temps, il y a des insultes, ça fait partie du football, on le sait. Nous aussi, on n'est pas tout blanc, il n'y a pas de problème là-dessus. À partir du moment où ce sont des insultes raciales, à partir du moment où ces banderoles, elles puent, il faut savoir, à un moment donné, faire respecter la loi. Je m'explique. Le président Rivère devait effectivement se présenter, aller voir le responsable des supporters et lui dire « Votre banderole, elle est interdite. » Parce que, obligatoirement, et j'espère de tout cœur, les supporters vont être suspendus et j'espère pour longtemps. Ce qui me gêne le plus dans cette affaire, c'est que cette tribune-là, elle n'est pas à son premier essai. On se rappelle, ils étaient descendus sur le terrain pour frapper Dimitri Payet. On se rappelle sur certains matchs où ils ont été odieux avec Bastia, où ils ont été odieux avec les Lyon. Même des précédentes banderoles lors des matchs contre l'OM. Je veux dire, quand c'était à Paris, où ils étaient en difficulté, cette fameuse le COP Boulogne, qui a été dissous, c'est pareil, c'est que ces gens-là ne doivent plus être dans le stade pour pouvoir proposer cette pourriture. Steph, on peut lire aussi dans le communiqué que le club de l'OGC Nice s'est renseigné auprès de ses conseils juridiques, qu'ils étaient contre donc cette diffusion de cette banderole. Il précise aussi, le club de l'OGC Nice, qu'il ne souhaite pas être affiché comme un club stigmatisé. Comment tu réagis, toi, à ces déclarations de l'OGC Nice ? Apparemment, le club est garant de ce qui se passe à l'intérieur de son stade. Donc, du moment où il se passe quelque chose, tu es automatiquement affilié à ce qui s'y passe. Voilà, donc comme l'a bien expliqué Jacques, ils avaient connaissance de cette banderole qui devait sortir. À eux de faire le nécessaire pour pas qu'elle voie le jour. Voilà, on va pas répéter ce qu'on dit ici depuis des années et des années, c'est-à-dire que tu dois pas mélanger. Le football reste le football. Point final, que ça se chambre, qu'il y ait des petites piques, il n'y a pas de souci. Du moment où tu as des mots à connaissance raciste, là, tu as dépassé la limite. Et à partir de ce moment-là, faut taper fort et très fort. Mais j'en reviens à ce que tu venais de dire sur les événements qu'il y a eu avec Payet. Rappelle-toi, à l'époque, ce qu'on disait déjà. Attention de la manière comment les instances vont gérer ce problème-là, parce que derrière, il y aura une escalade si on est trop laxiste. Et c'est ce qui s'est passé. Depuis, il y a eu des débordements un peu de partout. Voilà, et voilà où on en est aujourd'hui. Donc, au bout d'un moment, il faut tirer la sonnette d'alarme. Voilà, qu'il y ait des chambrages, qu'il y ait des petites piques. Voilà, ça a toujours existé et ça existera toujours. Mais de là, d'avoir des mots à connaissance raciste, connotation raciste, pardon, c'est tout simplement inadmissible et inacceptable. On attend des sanctions lourdes. Déjà que la Ligue a réagi hier, mais ça peut aller plus haut aussi. Le ministère de l'Intérieur peut réagir, le gouvernement peut réagir, des propositions de loi peuvent même arriver pour arrêter même ce genre de banderoles qui sont dégueulasses, je le disais pendant l'antenne. Là, ce qu'on attend, c'est vraiment des sanctions très lourdes pour cette tribune. Alors Enzo, moi d'abord, ce que je ne souhaite pas, c'est qu'on retire des points à l'OGC Nice. Non, ça non, bien entendu. Voilà, parce qu'ils ont l'impression que nous, parce qu'on a perdu, on est en train de voilà. Donc ça n'a rien à voir. On accepte la défaite parce que notre club n'a pas été à la hauteur. Ça s'est passé sur le terrain. Voilà. Sur le terrain, on a été pourris. Pardon. Donc, il faut prendre conscience de ce que l'on a fait. Par contre, sur le reste, vigilance accrue. Parce que si tu autorises ça dans les stades, ça va aller de pire en pire. Et donc, à un moment donné, tu vas monter dans une sphère où ça risque de faire des morts. Parce que c'est le mot qui convient dans cette situation. Inadmissible. Intolérant.
C'est abominable ce qui a été fait. Donc, je pense que, justement, l'État doit prendre conscience de ce qui a été fait et de punir sévèrement les responsables. C'est-à-dire le responsable, le président du club de supporters qui est là. Celui qui a été capable d'afficher avec ses copains cette banderole-là. Ces gens doivent être exclus des stades. Tu viens te faire plaisir au stade. Alors nos supporters, parce que j'en entends sur les réseaux, mais personne nous a dit que nous, on était capable de faire bien les choses. Mais j'ai jamais vu des supporters olympiques de Marseille venir sauter sur le terrain et frapper des joueurs. J'ai vu des banderoles avec souvent de l'humour, quelque chose qui puisse ressembler, on le dit, des chambrages sur les joueurs. On parlait de Valbuena, la poupée de Valbuena pendue à un moment. Mais ça, c'est bien sûr, mais c'est une poupée. Bon, on a été punis à ce niveau-là et c'était une plaisanterie de mauvais goût. Ok, on a été punis, mais eux aussi, il faut qu'ils le soient. Et attention, pas sportivement, parce que justement, nous, on assume notre défaite. Et Steph, c'est un sujet bien plus important, c'est le sujet crucial, parce qu'on entend beaucoup, quand on parle des supporters, de non-déplacement des supporters dans des tribunes extérieures. On sent que le gouvernement, pareil, se pointe beaucoup sur ce sujet-là, mais réellement, ce qui s'est passé dimanche, c'est un sujet beaucoup plus important que ce genre de choses. Oui, c'est un sujet d'envergure sociale, voilà, tout simplement. Liberté, égalité, fraternité. Voilà, tu dois vivre avec ton prochain, vivre avec ton faire du mieux possible, que ce soit un Africain, un Européen, un Asiatique. Voilà, on est tous dans ce beau pays, ce si beau pays, et nos virages prônent ça haut et fort. Voilà, comme je le dis et je le répète, je vais au stade depuis que je suis tout minot. Et frérot, quand tu es au stade, c'est que des frères de stade. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de classe sociale, il n'y a rien. Et c'est ça la force de ce peuple-là. Et normalement, c'est censé être la force de ce pays-là, le vivre ensemble. Et ça, voilà, donc c'est pour ça qu'on dit, quand tu dis ça dépasse le sport, quand on en arrive à ce genre de choses-là, oui, ça dépasse le sport. Et là, je pense que ça va monter jusqu'au plus haut niveau de l'État. Allez, ça dépasse le sportif. On va y revenir au sportif et cette défaite de l'Olympique de Marseille sur la pelouse de l'Allianz Riviera, 2-0. Jaco, 2 buts encore encaissés par l'Olympique de Marseille. Est-ce que l'aspect défensif est préoccupant ? Oui, c'est préoccupant et à juste titre. Quand je vois Lilian Brassier sur ses performances, elle m'inquiète. Ce joueur-là, je pense que sa campagne marseillaise, elle est finie, c'est terminé. Mais aujourd'hui, Karim nous disait, il y a Cornelius qui aurait pu le remplacer, effectivement. Je pense que Cornelius n'est pas en capacité d'être aussi performant que ce que peut être Balerdi. Je pense qu'il nous faut un défenseur central gauche. Alors, on avait Luis Felipe qui est arrivé. Karim nous dit qu'il n'est pas encore prêt. Mais moi, j'ai envie qu'il soit prêt rapidement parce que ça avance vraiment, les échéances. Donc, on a vraiment besoin de prendre conscience de nos défauts. Après, tu rajoutes à ça Quentin Merlin sur le couloir gauche qui, normalement, en phase défensive, vient fermer comme peut le faire Luis Enrique, mais lui encore plus. Je ne le vois pas fermer. Je le vois pas performant au niveau des centres, je le vois pas performant au niveau du piston. Donc Quentin Merlin, c'est jusqu'à quand tu vois Melvin Barr de Nice, le match qu'il a fait, et quand tu vois Quentin Merlin, tu te demandes, quand je vois Jonathan Klaus le niçois et Jonathan Klaus marseillais, c'est pas du tout le même. Et qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, si tu ne prends pas conscience de tes défauts, tu ne les soignes jamais. Donc l'Olympique de Marseille doit prendre conscience, parce qu'encore une fois, on l'a dit dans le débrief, heureusement qu'il y avait Rudy Balerdi. Mais comme à tous les matchs, tous les matchs, je me répète. C'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, finalement. Et ça, c'est inquiétant. Le début de la saison. Il faut prendre conscience, nous dit Jacques, Steph, mais c'est vrai que si on regarde le match face à Strasbourg, le match au dimanche soir face à Nice, c'est finalement des buts similaires qui ont encaissé l'Olympique de Marseille, et toujours ces ballons dans le dos. Tout le temps. Mais moi, je le dis depuis le début de la saison, que le point faible, c'est la défense. Et comme vient très bien de l'expliquer Jacques, si tu n'as pas un énorme roulis, je pense que tu n'es même pas dans le top 5. Donc ça, c'est une vérité. Donc pour moi, la priorité des priorités, c'est de recruter défensivement. Maintenant, c'est vrai, avec le départ de Wai, tu as pratiquement l'obligation de prendre un numéro 9. Tu ne peux pas laisser une saison pleine, une demi-saison pleine, ce qui reste, ça fait quand même pas mal de matchs, qu'avec Neil Maupay, et en espérant, bien entendu, qu'il n'ait pas de pépin physique ou qu'il n'ait pas de suspension, parce que sinon, je ne te raconte pas le poids que tu mets sur les épaules de minot de 17 ans, qui doit pouvoir avoir du temps de jeu avec
un gros numéro 9 qui va le faire s'améliorer et de pouvoir rentrer en détente, parce que là, si tu n'as pas Mopé, que tu lui mets, que tu seras obligé de le mettre à lui et qu'il a le poids, si au classement tout le monde commence à revenir, c'est pas la même, c'est pas pareil, tu rentres pas dans les mêmes conditions. Donc, se renforcer défensivement et avec l'obligation maintenant, vu que tu as vendu Wai, d'avoir un vrai numéro 9 devant. Surtout que Neil Mopé, Steph, attention, il n'a pas été bon, Dante, 41 ans. Si tu n'arrives pas à prendre de vitesse. Même Greenwood, il n'a pas réussi à passer. Greenwood également. Greenwood n'est pas on parle du numéro 9. Il n'y en a pas un qui a été bon. Donc, mais en tant que numéro 9, Neil Mopé, techniquement, il n'est pas capable d'éliminer. Il est bon remiseur. Mais c'est un renard de surface. C'est ce qu'on lui demande à Neil Mopé finalement, parce qu'on le voit beaucoup dos au jeu. On ne le demande pas d'éliminer. Oui, mais le problème, si tu veux, c'est que ce garçon-là, il est dos au jeu. Donc, régulièrement, il redonne le ballon, on lui donne le ballon, il redonne encore 30 mètres derrière. Alors, c'est vrai qu'il a été utile parce que quelquefois, c'est le petit renard. On appelle ça Marseille l'agachon, il est là, il n'y a pas de problème. Mais par contre, Enzo, au départ, il est venu pour être le pendant, le numéro 2. C'était Eli Wahi, le numéro 1. Alors, il a dépanné de fort belle manière. Pas de souci là-dessus. Mais on a besoin d'un numéro 1. Quand je dis numéro 1, c'est un numéro 9. Oui. Vraiment, le papa, le patron, celui qui, déjà dans le couloir, est capable de faire changer le match. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les équipes adverses, quand tu as par exemple un Adrien Rabiot, un Greenwood, moi je l'ai vécu avec Lucas Barrios, ce mec qui est arrivé de Dortmund, il est arrivé à Montpellier, déjà dans les couloirs, j'ai vu le regard des adversaires. Oui, déjà. C'est pas pareil. C'est un mec qui a de la puissance, de la prestance, du charisme, et qui a déjà, au niveau intellectuel, les gens se disent, putain, mais ce mec-là, il a marqué des buts, attention, il est là. Il te faut ce mec-là. On n'en a pas. À part Rabiot, on n'en a pas. Greenwood est en train, petit à petit, de s'éteindre. Egbert, je ne le reconnais plus. Moi, Hubert, je suis désolé, mais à force de le voir ralentir, on est en train de perdre 2-0, chaque fois calme. Mais j'ai envie de lui dire, à force de calmer, on joue 90 ou 95 minutes. Il va plus rester beaucoup de temps. Après, c'est fini, si tu nous fais calmer. Donc voilà, il y a beaucoup de joueurs qui ont été en problème, mais encore une fois, on le dit, on est second, les gars. On analyse le match de Nice. Il est pourri, mais on sait très bien qu'on espère avoir des jours meilleurs. Bien sûr, la saison de l'Olympique de Marseille, pour le moment, elle est bonne. Avec, on le rappelle, c'est un effectif qui a été beaucoup changé, un nouveau coach. Les principes de jeu commencent à être compris par les Marseillais. Mais est-ce que l'enchaînement finalement de ces résultats, l'élimination en Coupe de France, le match nul face à Strasbourg, la défaite face à Nice, il y a un match très important qui arrive dimanche face à Lyon. Est-ce que ces enchaînements de matchs et de contre-performances, toi, tu n'es pas inquiet, mais tu te dis il y a quelques questions quand même à se poser. Mais il y a des questions à se poser, bien sûr. Quand tu peux faire vraiment un réel trou et mettre un coup de massue sur la tête de tes concurrents, et que tu le fais pas et que eux te recollent, automatiquement, la gamberge, elle change de tête. Maintenant, dimanche, Lyon vient de changer de coach. On sait comment ça fonctionne quand il y a un nouvel entraîneur qui arrive. Les joueurs vont se donner à 300% pour essayer d'avoir une place dans cette équipe-là. Toi, tu n'es pas bien, c'est une vérité. Sachant qu'à domicile, on est loin d'être extraordinaire. Donc, ça fait beaucoup de questions. Maintenant, je l'ai toujours dit, notre propre adversaire, c'est nous-mêmes. On a le groupe qu'il faut. Comme le dit Jacques, on juge sur l'instant T parce que on doit débriefer ce match de Nice. Si on prend depuis le début de la saison, si on disait aujourd'hui on serait deuxième, aujourd'hui on serait deuxième, on aurait tous signé. Donc maintenant c'est clair qu'il faut repartir de l'avant. Dès ce week-end, il y a un gros match qui arrive et je pense que c'est bien aussi, il y aura un stade comble. Donc c'est aux joueurs, à eux seuls, de montrer autre chose. Et les Lyonnais vont être revanchards parce qu'on se rappelle du match aller où les Marseillais s'étaient imposés dans la toute dernière seconde avec un but de Jonathan Rowe. On espère retrouver un Jonathan Rowe aussi performant que lors du match aller face à Lyon. Vous parlez un petit peu de vos demandes, notamment l'attaquant pour ce mercato hivernal. Le mercato, il arrive à son terme lundi à 23h59. Pour le moment, une seule recrue, c'est Luis Felipe à l'Olympique de Marseille. On sait que les dirigeants travaillent sur quelques joueurs. Jaco, est-ce qu'il faut que les dirigeants accélèrent maintenant ? Oui, mais il faut accélérer parce qu'on est déjà fin janvier, le mercato et le championnat, il finit fin mai. Donc il reste très peu de temps, il faut que le joueur soit prêt physiquement. Moi, j'ai pas envie d'avoir un joueur qui arrive et qui n'est pas prêt physiquement, qui joue très peu. Et malheureusement, c'est ce qui se passe au mercato d'hiver. Donc, il faut vraiment un joueur capable d'être performant rapidement. Parce que si
s'il s'adapte d'ici un mois et demi, les gars, c'est beaucoup trop tard. Ça sera trop tard. Donc, est-ce qu'il ne faut pas, à un moment donné, sortir vraiment l'argent maintenant, et pour pouvoir sortir l'argent, vendre rapidement des joueurs qui ne jouent pas, comme par exemple Koné, Aminarit, se débarrasser d'Mbemba, Meïté, et voilà, Wally est parti. À un moment donné, essayer de mettre vraiment beaucoup d'argent sur un poste mais la vraie question, important. c'est celle-là, Jaco. C'est que là, ils attendent qu'il y a de réelles propositions sur la table qui arrivent. Et tu sais que quand c'est toi qui es un peu pris à la gorge, ben, les clubs en face, ils le savent. Et ils se disent, bon, ils veulent 9, ils ont besoin de liquidité. Si Koné, il en vaut 12, j'en propose 8. Et comme là, on arrive, il reste plus, comme tu l'as dit, plus que même pas une semaine, ça va vite se décanter. Donc, il faut que dans les jours qui arrivent, avant même vendredi, qu'il y ait des départs pour qu'on puisse prendre un réel numéro 9. Mais le genre de numéro 9 que tu dis, et tu le dis souvent au mercato d'hiver, c'est difficile d'aller chercher des joueurs qui sont performants. Regarde Paris, combien ça leur a coûté le Napolitain, 70 millions d'euros. Quand tu vas vouloir, si tu prends un numéro 9 qui fonctionne, qui marche et qui joue dans son équipe, et qui est performant, en dessous de 30, j'en vois pas, moi. Un numéro 9, un attaquant, c'est vraiment la priorité pour toi, Steph? Ben ça en devient. Après, c'est un tout. C'est clair que quand tu as une assise défensive, c'est beaucoup plus facile parce que tu sais que tu vas pouvoir, dans un match, toujours avoir 2-3 occasions. Mais après, il te faut quand même les mecs pour finir. La problématique aujourd'hui, c'est que notre secteur défensif est défaillant et l'offensif est défaillant aussi. Donc après, on sait qu'un Luis Enrique doit nous montrer beaucoup plus que sur ce qu'il nous montre sur ces 2 derniers matchs. On sait qu'un Greenwood, c'est très en deçà de ce qu'il a su nous montrer. Donc il y a des joueurs avec du talent. Il faut juste que la machine redémarre. Voilà, quand Jacques parle de Heubière, voilà, Heubière, il est méconnaissable. Il est tout simplement méconnaissable par rapport aux 7, 8, 9 premières journées de championnat. Voilà. Tu prends le match de dimanche, pour moi, Balerdi monstrueux, je l'ai trouvé vraiment très, 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 très bon. Et Rouli. Tu t'imagines 2 joueurs sur 11. Et Murillo. Et sans compte. Ouais, moi, même pas, j'ai pas trop kiffé. Je te dis 11, je suis gentil. Sur 14. Oui, parce que les entrants aussi. Quand je vois l'entrée d'Euro, je n'ont rien apporté. C'est son cousin maintenant, c'est celui qu'on a en début de saison. Ce qui est catastrophique, c'est de voir cette entrée. Il marche sur le ballon. Tu as une explication, toi Mais je pense que ce sont des joueurs qui sont pas bien dans leur tête. Jonathan Rowe, je pense qu'il voulait jouer plus que ça. Pour lui, il ne joue pas assez. Et quand tu rentres dans ce genre de situation, tu veux vite faire. C'est-à-dire que tu veux te persuader et tu t'en mêles les pinceaux. Vite et bien, ça va pas ensemble. Et régulièrement, ce joueur-là, il rentre rapidement, il court dans tous les sens. Et le contrôle, il est raté. Le dribble, il est raté. Je le dis régulièrement, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un monsieur qui s'appelle Zinedine Zidane. Quand tu prépares ton dribble, il faut d'abord faire un bon contrôle. Déjà, le contrôle, il est raté ou a moyennement réussi. À la sortie, le dribble, il est raté. Parce que on va dire, ouais, mais le ballon, il était trop haut, trop bas, trop long, trop maigre. Donc, Jonathan Rowe a perdu confiance en lui. Quand tu joues très peu, c'est comme ça que ça se passe. Donc après, je pense, et à juste titre, que le coach peut lui répondre, mais chaque fois que je te fais après, tu n'es pas performant. Bien sûr. Donc tu vois, c'est difficile aussi. Lui, il voit l'entraînement, il a demandé plus d'implication. Combien de fois sur cette fameuse liste, il a listé le coach et des joueurs qui ne faisaient pas assez. Wai en faisait partie. Wai, c'est un très bon joueur, mais c'est des joueurs qui ne forcent pas assez. Après, les gars, on va voir aussi quand je vois Eli Wai qui s'entraîne avec son préparateur physique en extérieur. Mais j'ai envie de leur dire, mais vous allez où? Il a pointé du doigt Roberto De Zerbi. Ouais, il en a parlé. Mais si tu es fatigué, quand tu fais une semaine d'entraînement, tu as des jours de force et tu as des jours de repos. C'est comme ça pour ton organisme. Ces mecs-là, ils s'entraînent ailleurs. C'est-à-dire qu'en plus, il n'est pas en relation avec le prépa physique. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Tant il a fait des choses qu'il ne fallait pas faire, c'est du grand n'importe quoi. Tout est établi. Il y a des GPS tout au long de la semaine qui régulent ton organisme pour que tu sois bon et performant le week-end. Si tu fais un entraînement supérieur d'intensité à ce que tu devrais faire, peut-être que le dimanche, tu arrives, tu n'as plus de jambes. Oui. Mais ça devrait être interdit, des choses pareilles. Oui, physiquement, on a senti qu'un Eli Wayo aussi, après sa blessure, peut-être que ces entraînements en plus ont peut-être pesé dans la balance. Steph, on parle souvent des entrants, on en a parlé, Jonathan Rowe et même ce dimanche. Du coup, pour le mercato, il faut quoi, selon toi? Plus des titulaires ou plus des doublures pour en entrée de match pour proposer à Roberto De Zerbi un peu plus d'alternatives?
ça va être en fonction des opportunités que tu vas pouvoir faire. Voilà, elle est là. La réelle réponse, c'est celle-là. Comme je dis, quand tu veux prendre des titulaires qui jouent dans leur club et qui sont performants, ça coûte de l'argent. Est-ce que tu as de l'argent aujourd'hui ? Je pense pas, s'il n'y a pas de départ, bien sûr. Donc le but, ça va être déjà de vendre les joueurs qu'on doit vendre pour pouvoir faire rentrer des liquidités et pour pouvoir renforcer cet effectif-là. Après, j'ai dit, pour moi, la priorité, c'est derrière. Parce que quand je vois encore, pareil, le match de Merlin, je me dis, mais au bout d'un moment, comment tu peux être sur courant alternatif comme ça, de sortir des prestations où on te parle à la limite presque de l'équipe de France, et derrière, tout juste, tu nous fais des prestations, tu n'aurais même pas ta place en national. Donc au bout d'un moment, il va falloir aussi, c'est des mecs qui ont 20, 21, 22 ans. Donc comment tu peux nous sortir ce genre de prestations face à Nice ? Moi, il y a des choses que j'arrive à comprendre et d'autres où j'ai beaucoup de mal. On te parle quand tu joues 2 à 3 fois par semaine. Ah, vous comprenez, ils n'ont pas le temps de récupérer. Quand tu joues 1 fois par semaine, ouais, mais tu comprends, ils n'ont pas assez de rythme dans les jambes. Il y a toujours des excuses. Donc, au bout d'un moment, c'est des professionnels, c'est des athlètes, comme tu le dis souvent. Ils doivent nous montrer autre chose. Surtout quand on voit la saison qu'on est en train de faire. On ne jette pas tout à la mer. Attention. Mais pourquoi on est frustré et très déçu ? C'est qu'on rate des occasions où tu as l'opportunité de tuer la concurrence. Et au lieu de la saisir, tu fais revenir tout le monde. Et c'est là où après, tu as des matchs comme il va arriver dimanche, où tu as l'opportunité de mettre Lyon à 10 points. Mais attention si le résultat n'est pas ce qu'il est. Tu sais ce qui peut nous sauver aussi, Steph, pour trouver des bons joueurs, c'est que les clubs financièrement sont en difficulté. Oui. Donc tu peux avoir des opportunités. Ouais, et comme on le disait tout à l'heure, les départs aussi vont aider aux futures arrivées à l'Olympique de Marseille. On restera attentif bien sûr à tous ces échanges pour l'Olympique de Marseille. C'est la fin de ce bar des supporters. Ça va trop vite. Ça va nous trop le vite. disent les gens sur YouTube. Merci Jaco, merci Steph. Toujours merci un plaisir. Enzo, félicitations, tu as été bon. Tu as été bon. Voilà. On a été bons tous les trois. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. On se dit à demain dans le bar des supporters.